Ce mec s'est réincarné dans la peau du pire personnage possible. Tout simplement parce qu'il s'est réincarné en Ranabirin, le 7e prince de l'Empire. Contrairement aux autres enfants royaux, Ran a des cheveux d'un noir de jet alors que ses frères et sœurs arborent une magnifique chevelure blonde, et il est né sans mana, le pouvoir spécial de la famille impériale. À cause de cela, tout le monde le traite comme un prince défectueux dont la seule place est aux ordures. Mais ce n'est même pas le plus gros problème. Ran est un antagoniste mineur du roman d'Arkéder, et il est voué à une mort atroce peu après le début de l'histoire principale. Pendant qu'il y réfléchit, Zané débarque, le type qui va lui rendre la vie encore plus infernale. Il lui tend une proposition de budget à signer, prétextant que c'est une affaire urgente. Il sait très bien que ce type le prend pour un idiot, car ce document est un faux et que son véritable but est de détourner la part de budget du 7e prince. S'il peut se permettre de faire ça, c'est parce qu'il est apparenté à l'impératrice, une femme exceptionnelle qui exerce une influence incroyable sur le monde entier. Zané a même le culot de se moquer ouvertement de lui, disant qu'il a peut-être même oublié comment on signe. Il lui dit même de ne se soucier de rien et de juste apposer sa signature. Ces mots le stupéfient, car avant même d'atterrir dans cette histoire, sa vie était déjà un véritable désastre. Un soi-disant ami du lycée l'avait convaincu de signer un accord d'investissement louche sans le lire attentivement. 2 ans plus tard, cet ami s'est volatilisé, le laissant crouler sous les dettes et à peine capable de se nourrir. Puis, alors qu'il lisait Darkéder dans son appartement miteux, il s'est soudainement mis à saigner du nez, son cœur a lâché, et il est mort seul, bien décidé à ne plus subir une telle vie. Il tient tête à Zané, lui disant que ce document est un gaspillage évident de budget, et Zané exprime sa surprise que Ran ait vraiment une opinion là-dessus. Zané félicite Ran pour son intuition, mais lui dit de signer d'abord, promettant de revoir le document plus tard. Zané est en train de déblatérer ses bêtises quand Ran lui balance une cruche à la figure. La cruche le frappe de plein fouet avant de s'écraser au sol et de voler en éclats. Zané panique et demande à Ran ce qui lui prend soudainement, mais Ran joue l'innocent en affirmant que sa main a simplement glissé. Au fond de lui, il sait certaines choses sur Zané, puisqu'il a lu le roman plus d'une centaine de fois. Ce n'est pas un mensonge de dire que Zané est un parent de l'impératrice, mais en réalité, ce n'est qu'un lien très lointain et l'impératrice ignore jusqu'à l'existence même de Zané. Zané essaie encore de comprendre ce qui se passe quand Ran pète complètement les plombs. Il bouscule la table, laissant Zané totalement sous le choc. Même si Ran n'a aucune idée de comment il a atterri dans cette histoire, il n'a pas du tout l'intention de mourir comme dans la trame originale. Ran le choque ensuite en lui disant qu'il est censé assumer la responsabilité de ce qui vient de se passer. Dans sa vie antérieure, il n'était qu'un simple PNJ, mais dans celle-ci, il veut prendre le taureau par les cornes. Puisqu'il sait tout ce qui va se passer dans le roman, il compte bien s'en servir à son avantage. Ran continue ses menaces, ordonnant à Zané de se mettre à genoux et de nettoyer le tapis puisqu'il est maintenant sale. Ran a l'air absolument terrifiant, car cette fois-ci, il est prêt à tout pour survivre. En parlant de la famille impériale, ils sont pratiquement vénérés comme des dieux, et tout ce qui existe dans ce monde n'est là que pour eux. Ils ont des capacités spéciales que seuls possèdent et de superbes cheveux blonds, ce qui les fait littéralement passer pour l'incarnation des dieux. Pour Zané, les membres de la famille royale sont le symbole même de la noblesse, mais ça n'inclut pas Ran, le 7e prince, qu'il considère comme un moins que rien. Tout le monde sait que Ran est stupide et soupe au lait, et ses horribles cheveux noirs le font ressembler davantage à un déchet qu'à un membre de la famille impériale. Zané le voit comme un minable pathétique qui se comporte comme un lâche devant les autres membres de la famille royale. Zané bout de colère rien qu'en pensant à tout l'argent qu'il a dépensé en pot de vin, tout ça pour finir au service d'une ordure comme le 7e prince. Cependant, il n'a pas d'autre choix que de ravaler sa fierté, car même un prince abandonné et sans pouvoir a toujours du sang impérial par rapport à lui, un simple serviteur. Après avoir bien récuré le sol, Zané informe Ran qu'il a terminé et s'apprête à partir, quand Ran fracasse soudainement une autre tasse de thé au même endroit, ce qui fait sursauter Zané qui s'interroge immédiatement sur ses intentions. Ran se moque sarcastiquement de lui pour avoir mis autant de temps à nettoyer, et lui ordonne de voir ça comme une occasion d'améliorer ses talents de nettoyage. Ran lui ordonne alors d'un ton sévère de nettoyer ce gâchis, mais cette fois-ci, plus vite que la première fois. Fou de rage face à la soudaine attitude de Ran, Zané lui dit qu'il agit de façon un peu étrange aujourd'hui et tente de l'intimider en utilisant le nom de l'impératrice. Cependant, cela n'effraie pas Ran car il sait que Zané n'a jamais croisé ne serait-ce que l'ombre de l'impératrice, et encore moins discuté avec elle, et pourtant il ose utiliser son nom. Cela fait réaliser à Ran qu'il doit remettre à sa place ce serviteur irrespectueux avant qu'il ne devienne une nuisance à l'avenir. Ran ordonne sévèrement à Anna de se boucher les oreilles et menace même de lui couper les doigts si elle ose écouter aux portes. Terrifiée, Anna obéit aussitôt et se bouche les oreilles si fort qu'elle n'entend plus que la voix étouffée de Ran. Cependant, le visage de Zané devient instantanément livide, prouvant que les mots de Ran l'ont vraiment secoué. Plus tard dans la journée, en faisant les corvées avec les autres domestiques, Anna discute avec eux du changement soudain de comportement de Ran. Tout le monde est d'accord avec Anna et ils expliquent avec crainte que Ran est bien plus terrifiant qu'avant. Les domestiques craignent également qu'avec la nouvelle attitude étrange de Ran, il ne fasse pas long feu. Malgré tout, ils sont soulagés de ne pas l'avoir croisé récemment, car il passe le plus clair de son temps enfermé dans ses appartements.
Une des servantes rappelle alors à Anna qu'elle est chargée de nettoyer sa chambre, une remarque qui la met très mal à l'aise. Pendant ce temps, Ran profite de la fraîcheur du temps en sirotant du thé, et réfléchit à la façon d'agir comme le véritable 7e prince pour ne pas éveiller les soupçons. Il a aussi remarqué que tous les domestiques semblent l'éviter, y compris Zané, qui se montre d'ordinaire si arrogant avec lui. Après s'être fait ramasser l'autre jour, Zané ne cesse plus du tout approcher de Ran, ce qui l'arrange bien. Ran est aussi détendu parce qu'il lui reste au maximum 1 an avant que l'histoire principale ne commence, et 3 ans avant que son personnage ne soit éliminé. Dans sa vie antérieure, Ran a lu ce roman, Dark Eder, plus de 100 fois, alors il sait exactement comment l'histoire est censée se dérouler. Il était tombé sur ce vieux roman usé dans un coin de la bibliothèque de son quartier, et après l'avoir lu, Ran en est devenu complètement obsédé. Puisqu'il reste encore un peu de temps avant que l'histoire ne commence et que le héros n'apparaisse, Ran décide de simplement se détendre et de profiter d'ici là. En voyant le beau temps qu'il fait aujourd'hui, il aimerait avoir des ailes pour s'envoler dans le ciel et admirer le paysage. À l'instant même où cette pensée lui traverse l'esprit, une douleur fulgurante le frappe, lui faisant perdre le contrôle de son corps. Ran s'effondre au sol tout en essayant de comprendre ce qui arrive à son corps, qui est en train de se consumer de l'intérieur. Ran remarque que cette sensation est différente de ce qu'il a ressenti auparavant, et cette fois, c'est comme si son corps entier avait pris feu. Avant que Ran ne puisse comprendre ce qui se passe, la voix d'Anna résonne de l'extérieur, demandant la permission de nettoyer son bureau. À ce stade, Ran est incapable de bouger le petit doigt, et tout ce qu'il peut faire, c'est appeler mentalement à l'aide, en espérant que quelqu'un le sauve. D'un autre côté, Anna décide d'entrer dans le bureau, pensant qu'il n'y a personne puisque Ran n'a pas répondu. En entrant, Anna est surprise de voir la tasse de thé brisée sur le sol, mais aucune trace de Ran. Elle s'accroupit alors pour ramasser les morceaux en se plaignant que le prix de cette tasse aurait pu nourrir sa famille pendant 1 mois. Elle se retourne soudainement et tombe nez à nez avec un corbeau qui croasse vers elle, mais au lieu d'être effrayée, Anna le prend dans ses bras. Ayant pitié de la pauvre créature, Anna se demande comment il a pu entrer dans ce bureau, d'autant plus que le diable en personne y vit. Pendant ce temps, Ran, qui s'est curieusement transformé en corbeau, essaie de digérer toute cette situation absurde. Malheureusement, avant qu'il ne puisse y voir clair, Anna s'apprête à le jeter par la fenêtre, craignant que le corbeau ne se fasse écraser s'il est découvert par le terrifiant 7e prince. Ran essaie de lui dire que c'est lui, le soi-disant 7e prince, mais malheureusement, Anna n'a pas l'air de comprendre le langage des corbeaux. Elle le laisse alors tomber par la fenêtre en espérant qu'il s'envole très, très loin. Pourtant, Ran chute de la tour tel un projectile, incapable de défier la gravité. Ran voit sa life défiler devant ses yeux tandis qu'il tombe à toute vitesse. Refusant de mourir dans la peau d'un fichu corbeau, son minuscule cerveau se met instantanément en ébullition pour trouver un moyen de survivre. Se rappelant qu'il a des ailes, Ran les bête frénétiquement tout en priant de toutes ses forces pour que ça marche avant qu'il ne s'écrase mortellement. Heureusement, il comprend vite comment voler et s'élance dans les airs, ravi de voler pour de bon. Cependant, son excitation retombe vite lorsqu'il commence à se demander s'il pourra un jour redevenir humain. À la tombée de la nuit, Ran a finalement retrouvé sa forme humaine et est retourné dans son bureau, après avoir alterné entre humain et corbeau à plusieurs reprises jusqu'à en comprendre le fonctionnement. Le seul problème, c'est que cette capacité n'a jamais été mentionnée dans le livre, et voilà qu'il peut se transformer en corbeau par la simple force de sa volonté. Ran se demande si c'est une sorte de malédiction venant du corbeau qui s'était accroché à lui le premier jour de sa réincarnation. Peu importe à quel point il y réfléchit, il n'arrive pas à comprendre pourquoi il a obtenu cet étrange pouvoir, et le fait que ça ne soit même pas dans le livre le rend encore plus confus. Ran décide de simplement faire avec, mais de garder cette capacité secrète, car ce développement imprévu pourrait bien ruiner le déroulement de l'histoire. Mais Ran est certain d'une chose, sa nouvelle capacité est directement liée au mana. C'est alors qu'on l'informe que c'est l'heure du rituel du soir, ce qui le pousse à partir immédiatement pour cet événement qu'il attendait avec impatience. À propos du rituel du soir, il s'agit d'un événement sacré organisé 1 fois par mois, où l'empereur et ses enfants principaux se réunissent. Bien qu'on l'appelle un rituel, il s'agit en réalité d'un test de succession, pour lequel le 7e prince n'est même pas considéré comme un candidat digne de ce nom. Ran n'avait entendu parler que dans le roman, mais le voir de près fait un effet bien différent. Et en tant que 7e prince, il doit s'asseoir tout au bout de la table. Ran est presque aveuglé par les cheveux blonds et le teint pâle des princes, alors que par contraste, ses cheveux noirs le font ressembler à un vulgaire corbeau. Surgissant de nulle part, quelqu'un se met soudain à se moquer de Ran, lui reprochant d'oser garder la tête haute au lieu de montrer sa lâche nature habituelle. Ran le reconnaît instantanément, c'est Sélos, le 8e prince et son demi-frère de 17 ans, qui, de toute évidence, ne se considère pas comme le petit frère de Ran. Sélos continue d'essayer de le faire réagir. Pendant ce temps, Ran est déjà agacé et se demande d'où Sélos tire l'audace de lui parler ainsi, alors qu'ils sont tous les deux de la chair à canon qui ne font qu'une brève apparition dans l'histoire. Sélos devient vite furieux d'être ignoré et aboie immédiatement sur Ran pour avoir fait le sourd. Cependant, avant que la situation ne dégénère, la première princesse apparaît soudain, leur conseillant de ne pas faire de scandale devant le roi. Sélos, qui quelques instants plus tôt jouait les caïds,
se dégonfle instantanément et s'aplatit en s'excusant auprès de la première princesse. En voyant la première princesse prendre sa place, Ran comprend enfin l'ordre des autres princes, à commencer par le premier prince. Ils étaient assis exactement selon leur rang, et plus leurs cheveux blonds étaient éclatants, plus leur pouvoir était grand. Chacun d'eux peut manier le mana, ce pouvoir spécial unique à ce monde qui forge leur identité de membre de la famille royale. Le 7e prince est le seul membre de la famille royale né sans mana, avec ses cheveux noirs de jais, ce qui explique pourquoi sa personnalité est devenue si tordue dans le roman. Quelques minutes plus tard, l'homme de la situation, doté du mana ultime, pénètre dans la pièce, poussant tout le monde à se lever pour l'accueillir. Il ne s'agissait nul autre que de l'empereur, l'homme au sommet du pouvoir dans ce monde. Après les salutations, l'empereur ordonne le début du rituel et pose immédiatement sa main sur une pierre bleue. Cette tablette de pierre bleue est en fait un ancien artefact laissé par Prasa, le tout premier empereur. Et lorsqu'on y infuse du mana, la tablette mesure la puissance de son utilisateur. L'indicateur permettant de mesurer le niveau de mana correspond à la distance à laquelle s'étend la lumière émise par la tablette. Dans le cas de l'empereur, sa lumière irradie jusqu'au bord de la table, ce qui est considéré comme un exploit purement impossible. Cependant, Ran se demande si, dans le livre, la lumière de l'empereur atteignait déjà le bord de la table. Ensuite, l'empereur demande qui souhaite relever le défi, et le premier prince, Razia Abirin, lève immédiatement la main. Bien qu'il n'y ait aucune restriction sur qui peut participer au rituel, tout le monde s'abstient, à l'exception du premier prince. C'est tout simplement parce que le classement du mana, une fois mesuré, est rarement bouleversé. Le premier prince Sen sert donc pour parader devant les autres membres de la famille royale, car la quantité de mana équivaut à la grandeur de son pouvoir. En gros, il fait ça pour marquer son territoire et leur montrer qu'il est destiné à devenir le prochain empereur. Malheureusement, aujourd'hui semble être un mauvais jour pour Razia, qui se met instantanément à cracher du sang au moment où il tente de canaliser son mana dans la tablette. Le second prince se précipite à ses côtés tandis que tout le monde s'agite pour appeler un médecin. De son côté, Ran est abasourdi par la situation, bien qu'il soit le seul à comprendre ce qui se trame réellement. Il a lu cette scène un nombre incalculable de fois dans le roman et sait que Razia rejoindra bientôt ses ancêtres, crachant du sang par tous les orifices de son corps, ce qui signifie tout simplement que l'histoire principale a commencé. En parlant de mana, c'est un pouvoir spécial dans ce monde qui se manifeste généralement dans la famille royale et sa lignée, mais la capacité de chaque personne diffère. Par exemple, Razia, le premier prince, manipule le mana de Léo, tandis que le second prince utilise le mana du feu. Le destin de Razia était déjà scellé au moment où il a posé sa main sur cette tablette de pierre bleue. Ran savait depuis le début que Razia n'avait probablement que suffisamment de mana pour couvrir un peu plus de la moitié de la tablette. Maintenant que l'histoire a commencé, Ran note qu'il ne reste qu'environ 6 mois avant le prochain incident majeur. Cependant, Ran est complètement confus car d'après ce qu'il a lu dans le livre, Razia n'est pas censé cracher du sang avant encore 6 mois, date à laquelle le protagoniste principal fera son apparition. Ran s'inquiète de voir l'histoire dérailler, avec le 7e prince capable de se transformer en corbeau alors qu'à l'origine il n'est censé posséder aucun mana. Ran se demande si tout cela n'est qu'une coïncidence ou si son apparition a pu bouleverser un quelconque équilibre. Plus tard dans la nuit, au château de Razia, le médecin l'examine de fond en comble et lui signale qu'il n'y a absolument rien d'anormal avec son corps. Il ajoute d'ailleurs que les corps des membres de la famille royale sont fondamentalement des dons des dieux qui restent insensibles aux maladies ou aux blessures. Insatisfait des résultats, Razia étrangle presque le médecin pour avoir bavardé au lieu de trouver la cause de sa maladie. Il jure avec colère dans un souffle, après quoi il chasse le médecin de sa chambre. Frustré par toute cette situation, Razia continue de proférer des injures en frappant du poing contre un miroir. Il se demande à quel moment les choses ont mal tourné, alors qu'il était en pleine forme plus tôt dans la matinée. Il se creuse la tête pour trouver ce qui a bien pu changer, mais peu importe comment il y réfléchit, tout allait bien jusqu'au rituel. Tout en frappant le miroir mural brisé de son poing, Razia libère un peu de mana, ce qui lui cause instantanément une douleur atroce. Il réalise alors que son corps entier semble s'enflammer à chaque fois qu'il essaie d'utiliser son mana. Razia craint qu'à ce rythme, il ne puisse plus jamais utiliser son mana, ce qui est une véritable condamnation à mort pour tout membre de la famille royale, et encore plus pour le premier prince censé hériter du trône. En attrapant un narguilé pour fumer, Razia tente de se convaincre que rien de mal ne peut jamais lui arriver, puisqu'il est différent des autres qui ne sont que des déchets bons à jeter sur le bord de la route. Tirant une bouffée du tuyau, il se console en se disant qu'il n'y a probablement pas de quoi s'inquiéter. Soudain, une voix résonne dans l'ombre, lui conseillant de laisser tomber le narguilé s'il veut survivre. Effrayé par ce conseil soudain et non sollicité, Razia lance le narguilé sur la silhouette tapie dans l'ombre en exigeant de savoir de qui il s'agit. Il s'avère que c'est Ran, qui esquive de justesse le projectile volant tout en remarquant que Razia est un véritable monstre quand il s'agit de force brute. Razia sourit d'un air moqueur au moment où il se rend compte que ce n'est pas un assassin venu l'achever, mais son infirme de petit frère dépourvu de mana. Ran rappelle à Razia que s'il avait vraiment été un assassin, Razia serait déjà mort puisqu'il n'avait même pas remarqué qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la pièce avant que Ran ne prenne la parole.
Cette prise de conscience met Razia un peu mal à l'aise tandis que Ran se moque de la sécurité déplorable du deuxième endroit le mieux gardé de tout l'Empire. Razia lui demande alors comment il est entré dans la pièce, et Ran explique nonchalamment qu'il a tout simplement escaladé le mur. Cependant, Razia refuse de le croire car le mur n'est pas exactement bas, mais Ran n'a aucune intention de le convaincre et décide d'en venir directement au but de sa visite. Il interroge ensuite Razia sur son état, lui révélant qu'il sait que personne n'a pu déterminer la cause exacte du mal qui ronge son corps. Comme amusé par la question, Razia éclate de rire tel un aliéné qui viendrait d'avoir une illumination. Il félicite ensuite Ran de l'avoir empoisonné juste pour s'en servir comme monnaie d'échange lorsqu'il deviendra l'empereur. Razia fait alors savoir à Ran qu'il a mal calculé son coup en se précipitant pour l'attraper, mais Ran lui assure avec aplomb qu'il tombera raide mort d'ici une semaine, du sang crachant de tous les orifices de son corps. Cela stoppe immédiatement Razia dans son élan, tandis que Ran le rassure en lui disant qu'il n'a utilisé aucun stratagème pour l'empoisonner. Ran lui fait également savoir que son corps va se détériorer si rapidement qu'il finira par mourir, du sang coulant de chaque ouverture de son corps. Ran lui révèle qu'il ignore qui a bien pu l'empoisonner, mais que Razia devra l'écouter attentivement s'il veut survivre à cette crise. Après son entrevue avec Razia, Ran regagne ses quartiers sous la forme d'un corbeau, soulagé de voir que Razia est aussi lâche et facile à manipuler que dans le roman. Ran constate que Razia n'a même pas pris la peine de le faire suivre à sa sortie du château, ce qui le convainc qu'il pourra se servir de lui comme bon lui semble. Trêve de bavardage, Ran est ravi de sa nouvelle capacité, qui lui permet de se rendre plus facilement dans d'autres endroits sans se soucier du transport. Puisqu'il est déjà de sortie, Ran décide d'aller inspecter quelques autres endroits avant de rentrer. Quelques jours plus tard, Anna se dirige vers la chambre de Ran, inquiète de ne pas l'avoir vu manger ni sortir de sa chambre depuis 2 jours. Elle craint de perdre la tête s'il lui arrive malheur. Cette peur la pousse instantanément à frapper frénétiquement à la porte de Ran, en l'appelant. Lorsqu'il ne répond pas, elle décide de forcer le passage, mais Ran ouvre soudainement la porte, faisant perdre l'équilibre à Anna. Malheureusement, elle tombe la tête la première, renversant tout le contenu de son plateau repas sur les chaussures de Ran. Après un silence gênant entre eux, Anna se met immédiatement à pleurer à chaudes larmes en s'excusant, le suppliant de l'achever pour son crime. Elle continue de pleurer tout en essayant de s'expliquer, mais cela ne fait qu'irriter davantage Ran qui lui demande comment elle compte prendre la responsabilité de l'avoir dérangé et d'avoir sali ses chaussures. Anna propose de payer de sa vie et le supplie d'épargner sa famille, mais Ran lui ordonne simplement de nettoyer tout ça rapidement et de déguerpir. Anna se calme immédiatement et commence à nettoyer, tandis que Ran l'avertit de ne plus jamais s'approcher de sa chambre à moins qu'il ne l'appelle personnellement. Après cet avertissement, il retourne dans sa chambre en se demandant pourquoi Anna a réagi de manière si dramatique en lui offrant sa vie. Quoi qu'il en soit, il est ravi d'avoir fixé cette règle pour s'éviter d'autres désagréments de sa part. Un mois après l'incide du premier prince, une rumeur selon laquelle Razia aurait perdu ses pouvoirs s'est doucement répandue dans le palais impérial. Parmi les autres princes et princesses, cette rumeur leur laissait simplement entendre que le trône pourrait bien être à pourvoir. Selon le roman, Razia supplie l'empereur d'avancer le concours de chasse juste pour étouffer les rumeurs sur la perte de ses pouvoirs. Ce concours de chasse était censé avoir lieu dans 6 mois. Mais puisque les événements s'accélèrent, Ran l'a convaincu d'avancer la date de la compétition. Bien que les choses aillent plus vite que prévu, Ran est soulagé de voir qu'ils suivent l'intrigue originale. Il ne peut toutefois s'empêcher de se demander si ce changement affecte également le protagoniste ou uniquement les habitants de la cité impériale. C'était aujourd'hui le jour du concours de chasse royale, et Ran espère bien trouver une certaine personne pour lui remettre quelque chose. Après quoi, il a bien l'intention de s'asseoir et de se détendre jusqu'au moment opportun pour passer à l'action. Soudain, Selos se met à se moquer de Ran comme à son habitude, soulignant que le cheval noir de Ran s'accorde parfaitement à sa morosité. Bien que Ran l'ignore, il s'inquiète tout de même du fait que Selos soit bien plus impulsif et sanguin que dans le roman d'origine. Ran décide de continuer à l'ignorer pour se concentrer sur les plans importants qu'il a établis pour la journée. Fou de rage, Selos lui aboie dessus, mais Ran ne lui jette même pas un regard, trop occupé à admirer son cheval noir, qu'il préfère amplement aux montures dorées que chevauchent les membres de la famille royale. Ran remarque que le propriétaire d'origine était peut-être un bon à rien, mais son corps semble au moins avoir une sorte d'affinité avec les animaux. Peu après, ils arrivent à l'entrée de la forêt impériale où se dresse la tour du commencement. C'est dans cette tour que le premier prince effectue le rituel d'ouverture chaque année, juste avant que le concours de chasse ne commence. Cependant, cette compétition est bien plus qu'un simple spectacle politique. L'empereur dit alors à Razia de se préparer pour le rituel d'ouverture. Et juste au moment où il s'apprête à partir, le second prince, Ditto, exprime sa joie de voir Razia en si bonne santé. Il lui demande également s'il a déjà réfléchi à son vœu, mais Razia n'a aucune idée de ce dont il parle. Ditto lui rappelle alors que le vainqueur de la compétition obtient le droit de demander un vœu à l'empereur, et pour lui, il ne fait aucun doute que le premier prince sera le gagnant du jour. Razia s'éloigne en se moquant, affirmant d'un air suffisant qu'il sera évidemment le gagnant aujourd'hui. Après tout, le rituel d'ouverture est fondamentalement une vitrine permettant au prochain empereur d'exhiber son mana, et c'est aussi un moyen pour la famille royale de montrer au noble qui est aux commandes. Tandis que Razia se dirige vers l'estrade, les spectateurs s'extasient devant lui,
pendant que d'autres ragotent sur la perte de ses pouvoirs. Debout devant la tour, Razia regrette d'avoir écouté Ran, un peu inquiet que son pouvoir ne se retourne contre lui devant tout le monde. Alors qu'il se prépare à commencer sa démonstration de force, il se jure d'achever Ran de la manière la plus douloureuse possible s'il s'avère qu'il l'a piégé. Ran, qui observe de loin, remarque bien que Razia est nerveux, mais il sait que tant que Razia suit ses instructions, rien ne devrait aller de travers avec ses pouvoirs. Razia parvient à déverser chaque once de mana qu'il peut rassembler sans ressentir la douleur insupportable qui l'avait tourmenté lors du rituel de la veille. Son pouvoir crée un immense vortex qui manque d'engloutir le public, en particulier ceux les plus proches de la scène, poussant quelqu'un à ordonner à tout le monde de reculer. Se rappelant qu'il est le premier prince destiné à devenir le prochain empereur, Razia repousse ses limites encore plus loin. Il libère une puissante déferlante de mana de Léo dans le ciel qui retombe sur la foule sous forme d'une pluie délicate. Tout le monde regarde avec admiration, se rappelant une fois de plus l'immense pouvoir que possède la famille royale. Après ce magnifique spectacle, la foule acclame bruyamment Razia, qui ne peut s'empêcher de penser à la façon dont Ran l'a aidé à obtenir ce résultat. Ran lui avait donné une pierre noire pour y déverser son mana, mais Razia a d'abord douté de cette solution absurde. Selon Ran, la pierre noire peut absorber le mana corrompu, mais Razia ne l'avait pas cru. Razia était furieux quand Ran lui a dit d'attendre simplement de mourir, n'ayant aucune intention de jouer les nounous ou de le sauver contre son gré. De retour au présent, Ran est ravi d'avoir mis la main sur cette pierre qui, selon le livre, est censée n'apparaître que dans la seconde moitié de l'histoire. Juste à ce moment-là, Zané fait irruption en haletant, portant sur son dos le sac de pierre que Ran lui avait ordonné d'apporter. Ran le réprimande sévèrement pour son incapacité à accomplir une tâche aussi simple et lui demande s'il a ramené le sac intact. Zané bout de colère intérieurement, se demandant comment Ran a réussi à dompter ce cheval noir qu'il avait exprès acheté parce qu'il était sauvage et avait blessé beaucoup de gens. Soudain, une trompette retentit alors que l'empereur annonce le début de la compétition de chasse royale. Tout le monde se précipite dans la forêt, certains espérant gagner juste pour pouvoir faire un vœu, tandis que d'autres participent seulement pour la forme, certains que l'un des membres de la famille royale l'emportera. Ran, en revanche, est le seul à ne pas accorder d'importance à cette compétition de chasse, il décide donc de faire profil bas pour éviter d'attirer l'attention inutilement pendant qu'il cherche l'ancien commandant des chevaliers impériaux, Agony Fétu. Ailleurs, Agony demande à son aide de camp, Taline, ce qu'il a pensé du rituel d'ouverture, et Taline répond que c'était comme assister à la puissance d'un dieu. Agony lui confie que ce rituel d'ouverture ressemblait à une démonstration de force pour briser l'esprit des nobles. Taline scrute rapidement les environs pour s'assurer qu'ils sont seuls avant de réprimander Agony pour avoir parlé si ouvertement contre la famille royale. Agony le rassure en disant que personne n'est dans les parages pour surprendre leur conversation, lui rappelant avec assurance que c'est son intelligence qui l'a maintenu en vie jusqu'ici. Pendant ce temps, Ran poursuit sa quête pour trouver Agony à l'intérieur de la forêt impériale, qui est divisée en 3 zones principales. La première est la zone des petits animaux près de l'entrée, suivie de la zone des animaux moyens, et la zone des grands animaux qui est la plus éloignée. Ran se rappelle que, selon l'histoire originale, Agony a offert un renard doré à l'empereur lors de cette compétition. Cependant, Ran n'a aucune idée de l'endroit où trouver cette créature, car cette partie de l'histoire n'a été que brièvement mentionnée lors d'un flashback. À cause de cela, Ran a passé ses derniers jours à explorer la vaste forêt impériale sous sa forme de corbeau. Puisque les renards dorés sont extrêmement rares, Ran voulait réduire leur zone de localisation potentielle avant le jour de la chasse, plutôt que de chercher aveuglément dans toute la forêt. Après s'être souvenu que le livre mentionnait que Agony s'était lavé les mains juste après la chasse, Ran en a déduit que le renard doré devait se trouver près du lac, en direction du sud-ouest. Armé de toutes ces informations, Ran s'enfonce joyeusement plus profondément dans la forêt pour devancer Agony. Comme s'il comprenait les intentions de Ran, le cheval noir accélère, à la grande satisfaction de ce dernier. Ran s'agrippe alors au sac de pierre qu'il a demandé à Zané d'apporter plus tôt. Il est ravi que Zané ait apporté ce sac, qu'il a l'intention de remettre à Agony. Après quelques minutes de trajet, le cheval noir s'arrête brusquement, laissant Ran perplexe alors qu'il tente de persuader cette monture suffisante d'avancer. Ran se demande si le cheval a repéré une bête féroce dans les parages, ou si le sac de pierre était tout simplement trop lourd pour lui. Frustré de ne pas avoir de réaction, Ran hurle sur le cheval pour sa paresse et menace même de l'affamer, mais la monture s'enfuit aussitôt, l'abandonnant sur place. À cet instant précis, en regardant son cheval s'éloigner au galop, Ran réalise qu'il est peut-être vraiment fichu. Ailleurs, Agony et Taline poursuivent leur route dans la forêt à la recherche de proies, mais ne trouvent rien, ce qui convainc Taline que la chance n'est pas de leur côté aujourd'hui. Agony ajoute que c'est peut-être parce qu'il se fait vieux, ayant vécu toute sa vie en tant qu'épée et bouclier. Taline le réconforte en lui rappelant que ses exploits en tant que commandant des chevaliers impériaux sont déjà immenses. Cependant, Agony rappelle à Taline qu'il n'est qu'un vieil homme à la retraite et lui demande s'il a déjà vu la famille royale de près. Taline répond que non et qu'il ne les a vus que de loin, tout comme aujourd'hui. Agony lui dit qu'il comprendra le jour où il les rencontrera et verra vraiment ces êtres soi-disant grandioses de l'Empire. Selon Agony, la famille Fétu protège cet empire des dieux depuis 1000 ans. Cela rappelle immédiatement à Agony une conversation avec son jeune fils, qui est censé prendre sa place.
Agony avait dit au petit garçon qu'il devait toujours rester le chien fidèle de la famille impériale. Agony lui montrait l'entreprise familiale, qui fournit des marchandises à la famille impériale. Il s'apprêtait ensuite à se rendre au temple quand la calèche s'est soudainement arrêtée, et Agony est sorti pour vérifier le problème. Le serviteur lui a dit que quelque chose s'était coincé dans la roue et l'a pressé de retourner à l'intérieur. Alors que Agony est sur le point de remonter dans la calèche, il remarque le cadavre que la voiture vient d'écraser, étendu sur le pavé. Agony s'imagine qu'il doit s'agir d'un voleur qui aurait tenté de dérober les offrandes impériales du temple. Ce genre de scène est monnaie courante dans ce soi-disant bel empire. Lorsque son fils a essayé de sortir, Agony lui a crié de reculer, car il ne voulait pas que son fils innocent voie un spectacle aussi horrifiant. De retour au présent, Agony ne peut s'empêcher de penser à son fils qui n'a même pas encore 10 ans. Il se fait également la remarque que le cadavre au sol, ce jour-là, semblait plus jeune que son fils et a probablement déjà été incinéré. Cela pousse Agony à se demander s'il n'y a pas une grande part de ténèbres dans un empire si noble. Réalisant que le temps presse, Taline exhorte Agony à chasser au moins pour sauver l'honneur de la famille du duc, même s'ils ne finissent pas premiers. Agony s'excuse rapidement de s'être laissé emporter et assure à Taline qu'il sait où trouver un renard doré. Ailleurs, Ran, qui a été abandonné par son cheval, peine toujours à avancer tout en traînant son sac de pierre. Il maudit le cheval dans un souffle, jurant d'en faire un barbecue après la compétition de chasse royale. À cause de ce sac, Ran ne peut pas se transformer en corbeau, et il craint de perdre la trace des Agony. Il a aussi peur qu'un animal sauvage lui saute dessus, même s'il n'est que dans la zone des petits animaux. Ran sursaute quand le buisson derrière lui se met à bruire, se demandant si quelque chose est sur le point d'en bondir pour l'attaquer. Ran se creuse les méninges pour trouver une solution, d'autant plus qu'il n'a même pas pris d'arme. En sortant de sa cachette, Ran se prépare à fuir si la situation devient dangereuse. Sans prêter attention à ce qui se trouve devant lui, il lance la pierre vers le buisson au moment même où Taline lève la tête. Lorsque la pierre frappe Taline à la tête, Ran le reconnaît immédiatement à la couleur de ses cheveux comme l'aide de camp des Agony. À ce moment-là, Agony se précipite aussi pour vérifier l'état de Taline tandis que Ran file se cacher derrière un arbre, regrettant son geste qui vient de ruiner ses plans. Ran ne s'attendait pas à tomber sur eux, et maintenant tous ses plans soigneusement élaborés sont sur le point de partir en fumée. En fait, Ran visait l'ancien commandant des chevaliers impériaux, Agony, car selon l'histoire originale, il est censé devenir le maître du protagoniste principal qui renversera un jour l'Empire. Ran avait prévu de capturer lui-même le renard doré et, à l'arrivée des Agony, d'insister sur le fait que ce dernier essayait de lui voler sa proie. Ensuite, Ran lui remettrait le sac de pierre noire en guise de punition, le forçant à le trimballer pendant toute la compétition. Malheureusement, avoir frappé Taline a ruiné le plan de Ran, le laissant totalement confus sur la marche à suivre. De son côté, Agony scrute les environs pour comprendre pourquoi quelqu'un s'en prendrait à son aide de camp. Il en conclut que la pierre a été lancée intentionnellement, mais qu'il était probablement la cible et que son aide a été touchée par erreur. Quelques minutes plus tard, Taline reprend enfin connaissance, et Agony le presse de parler s'il se souvient de quoi que ce soit concernant l'agresseur. À ce stade, Ran commence à s'inquiéter, car si les rumeurs disent qu'il a tenté de tuer le chef de l'une des familles les plus puissantes de l'Empire, ça risque de très mal finir pour lui. Pendant que Taline s'efforce de se rappeler ce qu'il a vu, le cerveau de Ran tourne à plein régime pour déterminer son prochain coup. Heureusement, Taline ne se souvient de rien, mais la situation empire soudainement quand Agony sent la présence de quelqu'un à proximité. Ran a tenté de profiter de l'occasion pour fuir, ce qui a alerté Agony qui s'est aussitôt lancé à sa poursuite, ordonnant à Taline de l'attendre. Après avoir couru un moment, Ran est complètement épuisé, d'autant plus qu'il porte déjà ce lourd sac. Convaincu d'être allé assez loin, Ran décide de ralentir, espérant qu'un vieux croulant comme Agony ne serait pas capable de le rattraper. Pourtant, Agony le rattrape bientôt, courant à toute vitesse comme un étalon, ce qui frustre profondément Ran. Tout en pourchassant le prétendu agresseur, Agony lui ordonne de révéler son identité, mais Ran est trop occupé à chercher comment s'échapper avant d'être attrapé. Ran envisage de se débarrasser du sac car c'est la seule façon pour lui de se transformer en paix. À ce stade, il regrette de ne plus avoir ce maudit cheval noir ou de ne pas pouvoir courir aussi vite que lui. Cette immense volonté provoque instantanément sa transformation graduelle, lui permettant d'échapper de justesse à l'emprise des Agony. Agony est stupéfait de ne trouver aucune trace de l'agresseur qu'il avait presque rattrapé. Il aurait juré avoir vu la silhouette changer de forme, mais il chasse cette pensée de son esprit, se convainquant que ses vieux yeux lui jouent des tours. Agony tranche alors rapidement quelques arbres aux alentours, mais ne trouve toujours aucun signe de l'intrus, se demandant s'il a déjà pu s'enfuir. Pendant ce temps, Ran n'a pas tout à fait compris ce qui lui arrivait, mais il a senti son corps s'alléger, se demandant s'il s'était transformé en corbeau. Cependant, il écarte rapidement cette idée car il a l'impression de courir encore, et non de voler. C'est alors qu'il entend le bruit de sabots tout près et se demande si le cheval têtu a décidé de l'honorer à nouveau de sa présence. À cet instant précis, Ran réalise que le cheval n'est pas revenu, mais qu'il s'est lui-même transformé en ce fameux cheval noir. De retour sur le terrain de chasse, Ditto félicite Razia pour sa victoire dans la compétition, même si le gagnant n'a pas encore été désigné. Il demande à Razia ce qu'il compte demander comme vœu et,
Après avoir réfléchi une brève seconde, un sourire diabolique se dessine sur le visage de Razia alors qu'il révèle avoir déjà une idée en tête. Ailleurs, Ran a retrouvé sa forme humaine, mais il est maintenant frustré car tout son plan a été ruiné, et il a fait tomber le sac de pierre en s'enfuyant plus tôt. Frustré par la situation, il se roule par terre comme un enfant qui fait un caprice pour un bonbon. Mais comme se morfondre ne change rien, Ran décide de revenir sur ses pas pour chercher le sac. Pendant ce temps, Agony retourne là où il a laissé Taline et lui demande comment va sa tête. Taline lui assure qu'il va bien, à part de légers vertiges. Curieux de l'issue de la poursuite, il demande ce qui s'est passé, et Agony explique qu'il a malheureusement perdu l'agresseur car ses vieux os n'ont pas pu suivre la cadence. Taline remarque alors le sac que Agony a ramené et l'interroge à ce sujet. Agony explique qu'il l'a trouvé sur le chemin du retour. En examinant le sac, Taline le reconnaît comme un objet de luxe, mais ne comprend pas pourquoi il n'est rempli que de simples pierres. Pendant ce temps, Ran écoute anxieusement leur conversation cachée derrière un arbre tout proche. Et après avoir attendu quelques instants, il sort soudainement de sa cachette, prétendant qu'il cherchait le sac depuis le début. Agony et Taline présentent rapidement leur respect, et Agony demande à Ran si le sac lui appartient. Ran répond qu'il est à lui, et qu'il se demandait justement où il avait bien pu disparaître. Il leur demande alors sévèrement s'ils lui ont volé son sac, mais Agony nie rapidement l'accusation, expliquant qu'il l'a trouvé par hasard en marchant dans la forêt. Cependant, Ron refuse de le croire, alors Agony jure sur sa vie et sur l'honneur de toute sa famille qu'il ne l'a pas volé. Ran demande ensuite pourquoi la tête de Tulane saigne, et Agony lui répond simplement que c'est dû à un petit accident. À ce moment-là, Talin lève la tête pour croiser le regard de Ran et le reconnaît instantanément comme l'agresseur de tout à l'heure. Cependant, au moment où Talin s'apprête à l'identifier, Ran l'attrape vivement par la tête tandis que Agony intervient presque pour s'interposer. Comme agacé, Ran demande sévèrement à Talon comment il ose l'interrompre. Il menace de couper la tête de Talon pour lui donner une leçon et demande à Agony de lui prêter une épée. Terrifié, Talon se met presque à pleurer, tandis que Agony s'excuse et supplie Ran de faire preuve de pitié. Ran félicite sarcastiquement Agony pour sa loyauté en tant que fidèle chien impérial, lui qui ne scie même pas quand son aide de camp est au bord de la mort. Cela rappelle immédiatement à Agony le cadavre qu'il a vu sur le sol lors de sa balade avec son fils. Pour le provoquer davantage, Ran se moque de lui en disant que son fils grandira un jour pour devenir lui aussi le chien fidèle de l'Empire. Ensuite, il confie le sac de pierre à Agony, le prévenant sévèrement que c'est un objet important qu'il doit porter en permanence, même dans la mort. Tel un cabot mouillé, Agony prend le sac en silence et accepte d'obéir aux ordres de Ran. Après lui avoir remis le sac, Ran retourne sur le terrain de chasse, soulagé que tout se soit déroulé comme prévu finalement. Cependant, au fond de lui, il craint d'avoir joué comme un pied, et en plus de ça, Ran s'en veut pour ce qu'il a fait à Taline. Malheureusement, tout cela était nécessaire pour planter une graine dans l'esprit d'Agony et le pousser à faire avancer l'histoire comme il se doit. D'un autre côté, Taline s'excuse auprès d'Agony, qui lui dit simplement de s'estimer heureux d'avoir échappé à la fureur de Ran. Il ordonne ensuite à Talon de retourner se reposer sous la tente, mais à cet instant, Talon l'informe qu'il s'est enfin souvenu d'un détail sur leur agresseur. Il révèle alors qu'il s'agissait bien de Ran, mais Agony lui ordonne sévèrement de se taire. Ailleurs, Ron est satisfait de ses préparatifs, impatient de voir l'incide que Agony est censé provoquer lors de ce concours de chasse. D'après le livre, c'était censé arriver dans 1 an, mais c'était parce que son fils avait été tué. Pourtant, comme tout se passe trop vite, Ron a décidé d'anticiper l'incide pour qu'il se produise précisément durant cette compétition. De retour sur les terrains de chasse, Rossé a fini par annoncer à Dido qu'il compte demander à l'empereur les droits d'aménagement autour du temple, afin d'éliminer les vagabonds qui infestent la capitale impériale comme des insectes nuisibles. Ce que personne ne sait, c'est que Ron tire les ficelles de tout ce qui se trame sur le terrain de chasse, poussant même Agony à se rebeller contre la famille royale plus tôt que prévu, car c'est un destin déjà gravé dans le marbre. Peu après, Ran atterrit sous forme de corbeau et reprend sa forme humaine derrière un buisson. Il s'était assuré de repérer depuis les airs tout regard indiscret avant de redescendre. En sortant de sa cachette pour rejoindre les campements, Ran ne peut s'empêcher de se sentir coupable pour ce qu'il s'apprête à faire à Agony. Toute cette situation lui donne l'impression d'être le méchant de l'histoire, mais Ran se rappelle soudain que d'après le livre, c'est exactement ce qu'il est censé être. Il s'apprête à poursuivre ses plans quand la première princesse, Manti, s'approche soudainement de lui d'un air très amical. Cela met Ran un peu mal à l'aise, car c'est bien la dernière personne qu'il souhaite croiser en ce moment. Malgré sa nervosité, Ran parvient à la saluer, mais elle lui dit que c'est inutile puisqu'ils sont frères et sœurs. Manti l'interroge ensuite sur son cheval et lui demande pourquoi il est revenu seul à pied. Ran ment en disant qu'il voulait juste se promener, alors il a laissé le cheval au quartier. Le sourire de Manti s'efface instantanément en entendant cela, et elle lui demande sévèrement pourquoi il lui ment. Ran feint nerveusement la confusion pendant que Manti lui explique avoir croisé un cheval noir en se promenant dans la forêt, et avoir appris qu'il lui appartenait. Manti révèle qu'elle a en fait ordonné à son serviteur d'abattre le cheval, car les animaux qui refusent d'obéir à la royauté méritent de mourir. Voyant que son mensonge a été démasqué, Ran s'excuse rapidement auprès de Manti, avouant qu'il a menti uniquement par honte de lui confesser qu'il avait perdu sa monture. Avant qu'il ne puisse finir de s'expliquer,
Manti lui dit doucement de relever la tête, l'assurant qu'elle n'a aucune intention de le punir. Au lieu de cela, elle lui dit être simplement soulagée qu'il soit rentré sain et sauf. Avant de partir, Manti dit à Ran de venir la voir s'il a besoin d'un autre cheval. Ran la regarde partir en silence, admettant que Manti est l'un des personnages les plus difficiles à cerner, tant il est impossible de deviner ce qu'elle pense vraiment. Il se demande aussi pourquoi elle part sans faire d'histoire, ce qui lui fait soupçonner que son pouvoir ne fonctionne pas sur lui. De retour dans les tentes, un médecin tente de comprendre la raison de la blessure de Taline pendant la chasse. Apparemment, Taline a menti en prétendant avoir reçu une chute de pierre sur la tête en pourchassant une bête. Même si cette histoire lui semble ridicule, le médecin décide de l'accepter sans broncher. Agony demande alors combien de temps il faudra à Tolin pour se rétablir, et le médecin lui annonce que la blessure est assez grave, même si elle n'y paraît pas de l'extérieur. Il ajoute que Tolin aura besoin d'au moins une semaine d'alitement strict, mais cette idée déplaît à Taline, car cela signifie rater toute la compétition. Il réplique qu'en tant qu'aide de camp, son devoir est de rester en permanence aux côtés des Agony. Cependant, Agony l'empêche de faire des histoires et lui fait comprendre que son rétablissement est la priorité absolue. Il conseille alors à Taline de dormir jusqu'à la cérémonie de clôture, pendant qu'il se chargera de la compétition de chasse avec un autre serviteur. Taline essaie de protester, mais Agony se montre inflexible, ne lui laissant d'autre choix que d'obéir. Agony le taquine ensuite en disant qu'il est venu sur le terrain de chasse juste pour prendre des vacances. Tolin rappelle joyeusement à Agony qu'il n'a pas pris un seul jour de congé depuis qu'il a commencé à travailler. De plus, son rêve est de passer sa vie à manger et à ne rien faire du tout. Mais comme il n'a pas l'argent nécessaire pour réaliser ce rêve, il ferait mieux de profiter de l'occasion pour se la couler douce. Déterminé à réaliser le rêve de Taline, Agony lui annonce avec assurance qu'il gagnera la compétition et utilisera son vœu pour réclamer les droits d'exploitation d'une mine d'or. Peu de temps après, Taline s'endort, et Agony laisse une lettre derrière lui, avant que les mots de Ran le traitant de chien fidèle ne viennent envahir son esprit. Incapable de trouver le sommeil, il décide de sortir prendre l'air, non sans avoir pris le sac de pierre de Ran comme on le lui avait ordonné. En se promenant, Agony repense à la fois où il a visité le temple avec son fils et lui a raconté l'histoire de celui pour qui il avait été érigé. Apparemment, il y a bien longtemps, le monde était en proie au chaos jusqu'à ce qu'un être salvateur descende des cieux. Le fils d'Agony avait lu cette histoire d'innombrables fois sur cet être nommé Sierra le Grand, une incarnation des dieux dotés de mystérieux pouvoirs. Il était réputé pour avoir assujetti ceux qui menaient des guerres sans fin, et il y a plus de 1000 ans, Sierra a nommé cet empire unifié Abirin. Agony racontait à son fils que Sierra était le véritable fondateur de la famille impériale qu'il servait. De retour dans le présent, Agony ne peut s'arrêter de penser à son cher fils, Flynn. À l'époque, il avait incité Flynn à suivre ses traces pour devenir une fière lame de la famille impériale, mais aujourd'hui, Agony remet cette décision en question. En s'arrêtant pour contempler le lever du soleil, Agony se demande pourquoi il trimballe un sac rempli de pierres juste parce qu'un membre de la famille royale le lui a ordonné. Cela l'amène à se demander s'il le fait par loyauté ou par simple habitude. Au même instant, un corps retentit au loin, signalant la fin de la chasse alors que tout le monde se rassemble à la tour pour clôturer l'événement. La foule est stupéfaite d'apprendre que Roxia a chassé toute la nuit et a réussi à amasser un sacré butin, garantissant d'office la victoire à son palais. Le concours de chasse devait durer 4 jours, mais il prévoit désormais d'y mettre fin prématurément, puisque le premier prince a quasiment vidé la forêt de ses bêtes en une seule nuit. Après avoir déclaré Razia vainqueur du concours de chasse, l'empereur lui demande de formuler son vœu. La foule retient son souffle en se demandant quel sera le vœu de Razia. Apparemment, le 4e prince, vainqueur de la dernière compétition, avait demandé le droit de purger les nomades des régions frontalières. Razia demande alors à l'empereur le droit de purger les vagabonds qui infestent les environs du temple de Sierra, et qui menacent désormais la dignité et la sécurité des lieux. En entendant ces mots, Agony est anéanti en imaginant le bain de sang qu'un tel décret entraînerait. Le souvenir du cadavre qu'il avait vu sur la route ce jour-là, mêlé aux pensées de son fils, inonde son esprit. La perspective d'être étiqueté comme un chien fidèle finit par le faire craquer alors qu'il s'apprête à commettre l'impensable. S'excusant silencieusement auprès de son fils pour ce qu'il s'apprête à faire, Agony dégaine son épée, provoquant la stupeur dans l'assistance. De retour sous la tente, Ran réveille brutalement Talon, qui trébuche par terre après s'être levé trop vite pour le saluer. Ran lui conseille d'y aller doucement, sous peine de s'évanouir à cause du sang lui montant à la tête. Il dit également à Talon de demander des antibiotiques au médecin, mais se ravisant se rappelant que les antibiotiques n'existent peut-être pas à cette époque. Tolin se demande pourquoi Ron est venu dans sa tente, et Ron lui explique vaguement que Agony est sans doute en fâcheuse posture à la cérémonie de clôture. Peu de temps après, Taline se précipite dehors pour comprendre ce que Ron voulait dire, se frayant un chemin dans la foule à la recherche de son chef. Après avoir réussi à se hisser au premier rang, Taline découvre Agony agenouillé devant la famille impériale, encerclée par des gardes en armes. Razia exige alors furieusement de savoir pourquoi Agony a interrompu la cérémonie. Agony demande humblement à l'empereur de confier la tâche de nettoyer les vagabonds à la famille Fétu, puisqu'ils servent Sierra le Grand depuis les tout débuts. Il leur rappelle également que sa famille protège la famille impériale depuis plus de 1000 ans, si bien qu'une tâche aussi ingrate que le nettoyage du temple devrait leur revenir.
Après avoir brièvement considéré les années de loyaux services d'Eagoni envers la maison impériale, l'empereur accède à sa requête, laissant Razia sans voix. Toutefois, l'empereur réprimande Agoni pour avoir utilisé cette même loyauté afin de s'opposer à la volonté royale. En guise de punition pour son insolence, il remet Agoni entre les mains du premier prince, ce que Razia accepte avec une joie non dissimulée. Alors qu'il s'apprête à achever Agoni, Razia lui rappelle que le prix de son acte est une exécution immédiate. Agoni accepte son châtiment de son plein gré, tandis que Taline, impuissant, observe la scène depuis le public, incapable de faire quoi que ce soit. Au même instant, Ran, lui aussi dans la foule, observe comment tout se déroule exactement selon ses plans. Cependant, il espère que son second pion observe lui aussi la scène de loin. Tout comme Ran l'avait prédit, le protagoniste principal est en position près d'un cours d'eau voisin, lorsque les eaux du ruisseau commencent soudainement à s'écouler en direction de la tour. Bien qu'il n'en soit pas certain, Ran ne peut qu'espérer que le protagoniste, Ratel, soit en place pour assister à l'exécution d'Eagoni et aux mœurs de la famille royale qu'il devra affronter en tant que personnage principal du roman. De retour à la cérémonie de clôture, Agoni, le héros de la famille Fétu, acclamé pour ses innombrables faits d'armes sur le champ de bataille en tant qu'ancien chevalier commandeur impérial, est désormais marqué au fer rouge comme un pécheur pour avoir insulté la famille impériale. Fort de son autorité en tant que premier prince de l'Empire, Razia s'apprête à l'exécuter. Razia engloutit Agoni dans son manado, pendant que tout le monde observe avec horreur, impuissant. Au même moment, Agoni lutte pour respirer alors que Léo l'engloutit. Dans ce bref instant, il aperçoit Taline essayant désespérément de se libérer de ceux qui le retiennent, et se demande pourquoi il est venu. Agoni avait espéré que Taline dormirait pendant toute la cérémonie après avoir eu des vertiges, mais il semble qu'il faisait seulement semblant de dormir. Néanmoins, Agoni est soulagé de voir que Taline est sain et sauf, bien qu'il se sente coupable de devoir se séparer ainsi. Comme dernière volonté, il espère silencieusement que Taline prendra soin de Flynn après sa mort. Soudain, Agoni remarque Ran dans la foule, semblant vouloir lui dire quelque chose, mais il n'entend pas un mot depuis l'intérieur de la sphère d'eau. En se concentrant sur les lèvres de Ran, il réalise finalement que Ran lui dit que ce n'est pas encore son heure. Au même moment, Razia projette la sphère d'eau contenant Agoni haut dans le ciel avant de la fracasser au loin, espérant que l'impact achèvera enfin le vieil homme. Tout le monde regarde avec angoisse Agoni se diriger vers sa mort présumée. Même Flynn, depuis son château lointain, voit le projectile tomber du ciel, ignorant que son père est pris au piège à l'intérieur. À l'autre bout du terrain de chasse, Ratel poursuit rapidement la bulle qui tombe pour voir ce qu'elle contient, mais c'est trop flou pour le distinguer. Cependant, après un moment, il réalise enfin qu'elle contient une personne, alors il s'élance dans le ciel et tend le bras pour l'attraper. Malheureusement, il n'arrive pas à temps, et la bulle tombe par-dessus la falaise avec Agoni toujours coincée à l'intérieur. Ratel ressent un pincement de culpabilité de ne pas l'avoir rattrapé en fixant au loin la direction où la sphère d'eau est tombée. Pendant ce temps, Taline est dévastée en fixant les bottes et le fourreau vide d'Agoni. La foule commence à chuchoter, se demandant ce qu'il adviendra de la famille Fétu maintenant qu'ils ont perdu leur chef. L'empereur déclare alors que le spectacle est terminé, et l'un de ses fonctionnaires informe tout le monde que la cérémonie de clôture aura lieu plus tard à midi. Razia s'époussette les mains, l'air satisfait d'avoir éliminé un autre insecte. Il se pavane fièrement hors de l'enceinte de la tour pendant que tout le monde s'incline sur son passage. Même Taline n'a d'autre choix que de baisser la tête par respect, alors que la foule continue de se moquer des Agoni et de la famille Fétu. Après le départ du prince, Taline se détourne silencieusement et s'en va, portant le poids d'être qualifié de traître. Ran, qui observe toujours depuis la foule, ressent une pointe de culpabilité, sachant que Taline doit avoir le cœur brisé puisqu'il était proche des Agoni. Cependant, Ran pense que Taline ne se laissera pas abattre si facilement. De retour dans la tente, Taline tombe sur la lettre des Agoni scellée du blason de la famille Fétu. Dans la lettre, Agoni révèle qu'il avait déjà prévu sa mort et supplie Taline de prier pour qu'il trouve le chemin vers leur paradis, Tyrim. Il confie également à Taline la garde de Flynn, l'assurant que toute cette situation n'est pas de sa faute. Ému aux larmes par les mots des Agoni, Taline continue sa lecture et découvre que Agoni l'a nommé chef par intérim de la famille Fétu s'il venait à lui arriver quelque chose. La dernière bénédiction des Agoni pesant lourdement sur son cœur, Taline termine la lettre et s'effondre. Quelques jours après la compétition de chasse, Ran rend visite à Razia, qui subit les conséquences de la surutilisation de son mana pendant l'événement. Ran lui fait savoir que son état a encore empiré, mais Razia blâme Ran de lui avoir promis que la pierre noire absorberait son mana pollué. Il menace alors d'en finir avec Ran s'il ne lui donne pas une réponse satisfaisante. Ran lui explique alors que libérer son mana à la hâte ne fera qu'aggraver les choses, et qu'il vaudrait mieux le libérer plus lentement. Choqué d'entendre cela, Razia bouillonne de colère en jurant secrètement de mettre Ran en pièces une fois qu'il sera complètement guéri. Bien qu'il sache exactement ce que pense Razia, Ran ne s'en inquiète pas car cette maladie ne peut pas être guérie d'un seul coup. De plus, Razia dépend de sa réserve de pierre noire pour survivre, il ne peut donc pas faire de gestes inconsidérés pour l'instant. Pour le moment, Ran se sent seulement coupable d'avoir entendu que Taline est dans le coma depuis la compétition de chasse. Il craint que Taline ne meure pour de bon, mais ses peurs sont infondées car ailleurs, Taline reprend enfin conscience. Taline,
qui semble avoir pris énormément de muscles pendant son coma, prend un instant pour comprendre où il se trouve. Son subordonné, Pal, se précipite pour l'aider à se lever car son corps n'a pas encore totalement récupéré, mais Tallinn le repousse. Pal lui dit qu'il est dans le coma depuis plus de 2 semaines et qu'il pourrait s'effondrer à tout moment, mais Tallinn insiste pour voir le jeune duc, Flynn. Il interroge ensuite Pal sur la situation actuelle de la famille Fétu, et Pal lui explique que tous leurs partenaires commerciaux ont rompu leurs liens avec eux. Il révèle également que de nombreux membres du personnel du château sont partis, et que la famille est confrontée à de graves difficultés financières. Pal mentionne qu'ils ne peuvent pas vraiment demander de l'aide à la famille royale puisqu'Agony a été étiqueté comme traître. Alors que Tallinn lutte pour aller voir le jeune duc, Flynn apparaît soudainement dans le couloir pour venir à sa rencontre. Tallinn se précipite pour le saluer humblement pendant que Flynn s'enquiert de sa santé. Tallinn assure à Flynn qu'il va bien, puis s'excuse de l'avoir inquiété. Flynn confie ensuite à Tallinn que beaucoup de problèmes sont survenus au sein de la famille, et que même les préparatifs des funérailles d'Agony sont en suspens. Avant que Tallinn ne puisse répondre, ils surprennent quelques serviteurs en train de critiquer Flynn, l'accusant d'avoir porté poisse à son père. Apparemment, une rumeur s'est répandue dans le domaine du duc selon laquelle Flynn serait un vagabond, ce qui expliquerait pourquoi Agony a fait une chose aussi folle que de s'opposer à la famille royale. Tout le monde croit cette rumeur, car le duc a l'air bien trop vieux pour avoir un enfant de l'âge de Flynn. Les serviteurs décident alors de fuir le domaine avant d'être eux aussi qualifiés de traîtres à l'Empire. Tallinn est dévasté en entendant cela, car l'étiquette de traître n'est pas quelque chose qui s'efface facilement. Il ordonne alors à Pal de capturer ses serviteurs bavards et de leur couper la langue pour faire un exemple de ceux qui répandent de fausses rumeurs sur Flynn. Pal est surpris par cet ordre, mais il décide immédiatement d'obtempérer après que Tallinn l'ait foudroyé du regard. Tallinn annonce ensuite qu'ils n'organiseront aucune funéraille pour Agony, ce que Flynn tente de contester. Mais Tallinn lui fait savoir que Agony ne sera plus considéré comme un membre de la famille Fétu. Flynn lui demande pourquoi il a pris une telle décision, et Tallinn déclare simplement qu'en tant que chef par intérim, son devoir est de protéger la famille Fétu jusqu'à ce que Flynn soit en âge de prendre la relève. Tallinn déclare fermement qu'il compte utiliser tous les moyens nécessaires pour protéger l'honneur et assurer la survie de la famille Fétu. Ailleurs, Razia pique une énorme crise car il est coincé dans son château à cause de cette étrange maladie. Fou de rage, il rejette toute la faute sur Ran, jurant de le démembrer de ses propres mains une fois qu'il aura recouvré la santé. Lors de leur précédente rencontre, Ran lui avait dit d'informer tout le monde qu'il pénétrait dans la forêt impériale alors qu'en réalité, il devait rester coincé dans sa chambre. Razia ne comprenait pas pourquoi il ferait une chose aussi ridicule, mais Ran lui a expliqué qu'il avait des affaires à régler dans la forêt sans vouloir être dérangé, c'est pourquoi il comptait utiliser le nom de Razia. C'est parce que personne n'oserait entrer dans la forêt impériale en sachant que le premier prince s'y trouve. Razia se demande ce que Ran manigance, mais ce dernier lui répond qu'il y va simplement pour suivre un traitement. Ran lui dit avec suffisance de rester tranquillement dans sa chambre. Mais avant qu'il ne puisse finir sa phrase, Razia l'attrape soudain par le cou et le plaque contre un mur en jurant dans sa barbe. Furieux que Ran se montre aussi impudent sous prétexte qu'il possède un moyen de soulager les symptômes de son étrange maladie, Razia veut le remettre à sa place. Resserrant son emprise avec son manado, Razia menace de convoquer les érudits de l'Empire pour découvrir le traitement que Ran lui dissimule. Incapable de tolérer le manque de respect de Ran plus longtemps, Razia tente de l'étrangler à mort. Cependant, Ran reste totalement imperturbable et se met à sourire en disant calmement à Razia de se dépêcher d'aller chercher ses soi-disant érudits, car son espérance de vie a encore diminué après avoir utilisé son mana pour l'attaquer. À cet instant précis, Razia est incapable de maintenir sa prise sur le cou de Ran et commence à cracher du sang abondamment. En s'étirant le cou, Ran informe Razia qu'il ne pourra plus bouger pendant une semaine s'il arrête le traitement. Il lui rappelle également comment réagira la famille impériale lorsqu'elle découvrira que son futur empereur est tombé gravement malade. Ran lui assure qu'au lieu de chercher un moyen de le sauver, quelqu'un d'autre montera sur le trône en tant que prochain empereur. Même s'il sait que Ran a probablement raison, Razia reste obstiné et lui lance des insultes. Mais Ran l'avertit sévèrement d'utiliser son minuscule cerveau s'il ne veut pas tomber raide mort. Ran fait également savoir à Razia qu'il n'a pas la patience de faire du babysitting. Alors qu'il se tourne pour partir, Ran le prévient d'arrêter d'envoyer des gens pour le surveiller, car sa spécialité est de disparaître sans laisser de traces. De plus, les tentatives de Razia pour suivre les mouvements de Ran ont échoué à chaque fois, alors Ran lui dit d'arrêter de s'agiter, car cela ne fait que retarder le traitement et les épuise tous les deux. Avant que Ran ne franchisse la porte, Razia s'interroge soudain sur son but en faisant tout cela. Ran ne répond pas, mais alors qu'il se dirige vers la forêt sous la forme d'un corbeau, il admet que son seul but est de survivre à son destin funeste. Ran atterrit ensuite dans la forêt impériale en portant un petit sac, après avoir survolé la zone pour s'assurer qu'il n'y a personne. Il s'avère que s'il voulait vider la forêt impériale, c'était pour expérimenter librement sa capacité de métamorphose. Après s'être transformé en cheval, Ran s'est dit qu'il pourrait changer en d'autres animaux, ce qui rendrait cette capacité vraiment démentielle. Aujourd'hui, il décide d'étudier sérieusement et de comprendre ce pouvoir afin d'en découvrir tout le potentiel. La chose principale que Ran veut comprendre est la condition requise pour se transformer en un animal spécifique. La première condition qui lui vient à l'esprit est le contact puisqu'il a touché à la fois le corbeau et le cheval.
Afin de tester cette théorie, Ran pose un piège pour attraper quelques petits animaux qui lui serviront pour ses expériences. Ran note que le piège est un peu rudimentaire, mais qu'il devrait bien fonctionner grâce au bail de première qualité qu'il a rapporté des cuisines impériales. Avant de pouvoir finir de poser le piège, Ran entend un bruissement dans l'arbre alors qu'un écureuil apparaît soudainement. Comme le piège est incomplet, Ran se demande s'il pourra attraper l'animal, mais l'instant suivant, l'écureuil s'élance sans crainte pour ramasser les noix dans sa main, prenant Ran par surprise. Ran se demande pourquoi ce petit gars se montre aussi amical, alors qu'il pourrait être un méchant prêt à l'attraper. Mettant cette pensée de côté, il décide d'essayer la transformation puisqu'il a déjà établi le contact avec l'écureuil. Cependant, peu importe ses efforts, Ran est incapable de se transformer. Il se remet donc à réfléchir, essayant de comprendre si la situation a une importance lors de la métamorphose. Par exemple, quand il voulait désespérément voler, il cesse de transformer en corbeau. Et quand il voulait désespérément courir vite, il cesse de transformer en cheval. Cela l'amène à se demander quelle action entreprendre pour l'aider à se transformer en écureuil. Pendant qu'il tente de comprendre cela, l'écureuil qui se comportait comme son meilleur ami quelques instants plus tôt, attrape le sac de Ran et grimpe à l'arbre avec. Ran appela frénétiquement le petit gars, et tout en le poursuivant, il réussit à attraper la poignée du sac. Mais pour une raison quelconque, cet écureuil semble plus fort que Goku lui-même car Ran est incapable de le retenir. Ran s'engage alors dans un sérieux tir à la corde avec le robuste écureuil pour voir qui tiendra le plus longtemps, mais la lanière du sac cède, projetant Ran au sol. Plus tard dans la nuit, Anna se présente à la porte de Ran avec le dîner, et il lui dit d'entrer. Malgré cela, Anna est un peu mal à l'aise car il lui a interdit de s'approcher de sa chambre sans y avoir été invitée. Anna est surprise de voir Ran ressembler à un sans-abri avec ses vêtements déchirés et en lambeaux. Ran lui dit de ne pas s'inquiéter et explique qu'il cesse de s'allier en se promenant devant le palais. Ran est soulagé que Anna croit à son excuse car elle a failli le surprendre en train de se transformer en corbeau quelques secondes plus tôt. Il est épuisé et frustré de ne pas avoir atteint son but d'aller dans la forêt impériale. Au lieu de cela, il a passé la journée à courir après cet écureuil et a fini dans un état pitoyable. Ran ordonne ensuite à Anna de lui apporter des vêtements propres pour qu'il puisse se baigner et se changer avant de manger. Anna accepte l'ordre, mais lorsqu'elle l'interroge sur le sac, Ran baisse les yeux pour découvrir que l'écureuil l'a suivi jusqu'ici. Avant qu'il ne puisse l'attraper, l'écureuil se précipite hors du sac, et Anna, terrifiée, craint que ce prince tyrannique ne tourmente la pauvre créature. Elle le supplie alors d'épargner l'écureuil et propose de le jeter hors du château, mais Ran la presse de lui apporter ses vêtements. Anna est un instant confuse jusqu'à ce que Ran lui aboie dessus pour lui rappeler qu'il vient de lui donner un ordre. Anna s'enfuit alors à la vitesse de l'éclair, espérant revenir à temps avant que Ran n'élimine la petite bête. Cependant, sur le chemin du retour avec les vêtements, elle tombe sur Manti, la première princesse. Manti la reconnaît immédiatement comme étant la servante de Ran et lui demande pourquoi elle est si pressée. Anna salue la princesse, puis la supplie frénétiquement de l'épargner. Manti l'accuse alors de voler des biens impériaux, mais Anna nie cette accusation. Tremblant comme une feuille, elle explique que Ron a sali ses vêtements en se promenant devant le palais et qu'il lui a demandé de lui en apporter d'autres. Manti lui fait savoir qu'il est impossible de la tromper en posant sa main sur la tête d'Anna pour lire dans ses pensées et savoir si elle dit la vérité ou si elle ment pour se sauver. À travers les souvenirs d'Anna, Manti voit l'apparence ébouriffée de Ron, réalisant que son petit frère était en fait dans la forêt impériale et non pas en train de flâner dans le jardin comme il l'avait dit. Pendant ce temps, Ron essaie toujours d'attraper l'écureuil têtu, ignorant que son mensonge a été découvert. Juste pour soumettre l'écureuil, Ran promet de le ramener dans la forêt, mais la bête semble s'acharner sur lui, ce qui l'inquiète, craignant qu'un rongeur pavanant dans sa chambre ne lui cause des ennuis. De plus, il ne supporte pas ce couinement, qui lui rappelle les rats grattant les murs de son appartement miteux dans sa vie antérieure. L'histoire s'éloigne déjà de l'original dont il se souvient, ce qui lui tape sur les nerfs, mais voilà que cet écureuil cherche à le faire disjoncter. Ran s'élance en avant, et cette fois il réussit à attraper le petit gars. Il est sur le point de remettre l'écureuil dans le sac quand celui-ci le mord, l'obligeant à le lâcher. Ran hurle sur l'écureuil pour avoir mordu la main d'un membre de la royauté, mais la créature l'ignore en grimpant au mur, hors de sa portée. Ran tente de trouver comment capturer l'écureuil sans qu'il ne s'enfuit, et la seule solution qui lui vient à l'esprit est de se transformer lui-même en écureuil. Il se concentre alors là-dessus, mais au moment où il est sur le point d'abandonner, Ran ressent les picotements habituels de la transformation. Très vite, il se métamorphose en écureuil, ce qui lui permet enfin de comprendre la condition requise pour se transformer en un animal précis. Cependant, avant que Ran ne puisse s'en réjouir, l'écureuil têtu se jette soudain du mur comme pour tester sa patience. Sachant que la petite bête risque de mourir en tombant de cette hauteur, Ran reprend immédiatement forme humaine et se précipite pour la rattraper. À cet instant, la voix d'Anna résonne à la porte, tentant d'empêcher Manti de faire irruption dans la chambre sans permission. Cependant, Manti ignore ses protestations et pousse la porte, affirmant avec audace qu'elle n'a pas besoin de prendre des gants avec son petit frère. Manti est encore en train de se plaindre lorsqu'elle remarque une petite forme sombre à proximité, et en y regardant de plus près, elle réalise qu'il s'agit simplement d'un écureuil agrippé à un autre écureuil.
Manti est instantanément dégoûté que Ran laisse des animaux sauvages se promener librement dans une résidence royale, tandis que Anna est complètement attendrie par tant de mignonnerie. Pendant ce temps, Ran, qui est actuellement un écureuil, est dans tous ses états, craignant que son secret ne soit découvert. Le lendemain, Ran et l'écureuil têtu étaient devenus les meilleurs amis du monde. Apparemment, depuis sa transformation en un de ses congénères la nuit dernière, l'écureuil ne le lâche plus, le poussant à se demander si c'est parce qu'il l'a sauvé de cette chute mortelle. Ran trouve que c'est une corvée de le ramener dans la forêt impériale, alors il décide de le garder avec lui pour le moment. Ran est ravi que toute cette situation chaotique l'ait aidé à découvrir la condition ridicule requise pour se transformer en un animal spécifique. Le corbeau, le cheval et l'écureuil avaient tous un point commun avant que Ran ne se transforme en eux, il avait touché leur nuque, la partie arrière de leur cou. Ron trouve que cette condition d'activation est bien trop ridicule pour une capacité aussi inutile. Laissant cela de côté, Ron décide de se concentrer sur son problème actuel, à savoir la première princesse. D'après la description de son personnage dans le roman, Manti était déjà dépeinte comme terrifiante, mais Ran ne s'attendait pas à ce que son expression soit encore plus effrayante que dans le livre. Après son irruption dans sa chambre la veille, Anna a menti en disant que les écureuils étaient les animaux de compagnie de Ran, ce qui lui a laissé le temps de s'échapper par la fenêtre. Par la suite, il a repris forme humaine et est revenu dans la chambre pour la rencontrer. Ran pensait que tout s'arrêterait là, mais après l'avoir réprimandé pour avoir abrité des animaux sauvages, Manti lui a ordonné sévèrement de venir à sa résidence le lendemain, affirmant qu'il avait des choses à se dire. Ran se creuse la cervelle en se demandant de quoi Manti veut lui parler. Il craint qu'elle n'ait découvert sa véritable identité, mais il balaie aussitôt cette idée et décide de suivre le mouvement puisqu'il ne peut pas vraiment refuser son invitation. Quelques instants plus tard, Ran arrive à la résidence de Manti, où un chevalier le conduit vers ses appartements. Ran est émerveillé par les magnifiques portes de ses appartements, qui sont encore plus impressionnantes que ce que le livre décrivait. En entrant dans la pièce, Manti accueille gentiment Ron et lui offre un siège pour reposer ses jambes. Ran refuse de s'asseoir et essaie d'aller droit au but, mais Manti se répète et lui ordonne fermement de prendre place. Déconcerté par le changement soudain de son ton, Ran s'excuse pour sa grossièreté avant de s'asseoir à côté d'elle. Manti rit doucement et pardonne son attitude impolie en soulignant qu'il a toujours été du genre impatient. Elle change soudainement de ton à nouveau pour lui demander depuis quand il est devenu cette personne si différente, assez audacieuse pour s'aventurer seule dans la forêt impériale. Cela met Ran mal à l'aise, lui rappelant que c'est justement à cause du pouvoir de Manti qu'il a toujours cherché à l'éviter. Normalement, le mana se manifeste par des capacités liées à la nature, comme l'empereur qui manie le mana de feu, tandis que Razia manie le mana d'eau. Cependant, le pouvoir de Manti ne ressemble à aucun autre et, d'une certaine manière, il surpasse toutes les autres capacités, car son mana est humain. Cela signifie tout simplement qu'elle a le pouvoir de lire et de manipuler l'esprit des gens, ce qui est considéré comme une capacité terrifiante. Manti essaie d'utiliser son pouvoir sur Ran, l'exhortant à dire la vérité, au risque de la vexer si elle découvre qu'il ment. Ran essaie de rester calme en se rappelant que le pouvoir de Manti ne fonctionne pas sur lui, et qu'elle le sait probablement. Tout ce drame n'est donc qu'une tentative pour l'intimider et le forcer à avouer, croyant qu'il ignore que son pouvoir n'a aucun effet sur lui. De plus, Ran sait également qu'il y a deux conditions sous lesquelles le pouvoir de Manti ne peut pas s'activer. La première condition est que la personne doit lui être liée par le sang, et la seconde est que la cible doit sincèrement aimer Manti. Ran remplit déjà la première condition, mais il est certain de n'avoir aucun attachement émotionnel envers elle, il est donc impossible que le pouvoir fonctionne sur lui. Tel une psychopathe classique, Manti exhorte doucement Ran à répondre à sa question, mais il est trop occupé à se demander pourquoi son pouvoir n'agit pas sur lui. Réalisant que Ran n'a aucune intention de répondre, Manti décide d'employer une autre méthode et ordonne aux chevaliers impériaux derrière sa porte d'entrée. Deux chevaliers pénètrent dans la pièce, et elle leur ordonne de faire parler Ran puisqu'il refuse de le faire de son plein gré. Elle leur dit qu'elle veut qu'ils lui fendent la bouche, mais les chevaliers, effrayés, lui rappellent qu'elle leur ordonne de blesser le 7e prince. Les chevaliers lui font savoir qu'il est hors de question que de simples serviteurs comme eux osent lever la main sur la royauté. Les chevaliers tombent à genoux, disant à Manti qu'ils ne peuvent pas obéir à un tel ordre tout en l'exhortant à reconsidérer sa décision. Cependant, Manti utilise son pouvoir sur eux pour les forcer à obéir, et en un rien de temps, les deux hommes dégainent leurs épées. Ils pointent leurs lames vers Ron, et Manti lui conseille de choisir ses mots avec beaucoup de soin. Sorti de nulle part, Ron annonce que sa mère est morte, ce qui choque profondément Manti. Elle lui demande de quoi il parle, tout en cherchant à savoir ce qui a bien pu lui faire croire une chose pareille. Elle veut savoir si Ron a été en contact avec sa mère, mais il répond que ce n'est pas ce qu'elle croit. Ron prétend qu'avant de partir, sa mère lui a laissé un objet, un magnifique collier orné d'une pierre précieuse bleue en son centre. Elle lui avait dit que tant que la lueur bleue ne s'éteindrait pas, ils pourraient un jour se retrouver. Cependant, il y a quelque temps, la lueur bleue a commencé à s'estomper, et rapidement, la pierre est devenue noire et s'est brisée. Ran mentionne qu'après un bref instant de panique, il a réalisé que cette mère qu'il avait tant espéré toute sa vie reposait enfin en paix sur sa terre natale, à l'Est. En réalité, tout ce qu'il vient de lui raconter est un mensonge car parmi les nombreuses maîtresses qui ont donné des enfants à l'empereur, la mère de Ron est la seule à avoir fui la famille impériale.
Cependant, la raison de sa fuite n'a jamais été révélée, mais on présume qu'elle est retournée dans sa région natale, à l'est. Des rumeurs disent aussi qu'elle s'est enfuie parce qu'elle avait donné naissance à un prince aux cheveux noirs. Quoi qu'il en soit, elle n'est jamais réapparue avant la toute fin du roman. Manti exprime alors sa surprise, car elle avait toujours pensé que Ran en voulait à sa mère. Ran répond qu'il n'en voulait à sa mère que lorsqu'il était jeune, parce qu'elle l'avait abandonné. Cependant, il a plus tard compris que la raison pour laquelle il regardait toujours vers le ciel de l'Est et sortait le collier qu'elle lui avait laissé chaque nuit, c'était parce qu'elle lui manquait. Ran sort alors le dit collier de sa chemise, et Manti lui demande si cela a changé sa vision de sa famille restante. Ran répond calmement que toute cette situation est ironique, car il n'aurait jamais cru qu'une vie entière de rancœur puisse se transformer en manque en un seul instant. Ran pose le collier sur la table, en disant que c'est peut-être ça, le vrai sens de la famille. Manti prend un moment pour assimiler tout ce qu'elle vient d'entendre, et ordonne aux chevaliers de rengainer leurs épées. Elle leur ordonne de sortir, puis utilise son pouvoir pour effacer de leur mémoire tout ce qui s'est passé dans cette pièce. Ran reste là, à se demander si son mensonge a marché, et c'est alors que Manti s'approche de lui pour le réconforter. C'est à cet instant qu'il confirme enfin que son mensonge a fonctionné, et Manti le rassure en lui disant qu'il n'a pas à s'inquiéter, car même s'il est un raté, il reste son petit frère. Ran se tient là, se demandant si Manti se moque de lui ou non, mais il comprend qu'elle finira par avoir des soupçons après que son pouvoir, qui lui permet de manipuler les gens, a soudainement cessé de fonctionner sur lui. De plus, Ran n'a jamais été du côté de Manti pour commencer. Néanmoins, Ran est juste soulagé que son mensonge ait fonctionné et qu'il ait survécu un jour de plus. En fait, le collier n'était qu'un accessoire bon marché qu'il avait trouvé par hasard. Soudain, il réalise qu'il ne sait même pas ce qui est arrivé à Agony. Dans l'histoire originale, il tombait dans la vallée et perdait ses jambes. Cette fois-ci, il se demande s'il a réussi à rencontrer le protagoniste car il n'arrive pas à imaginer une situation où Agony mourrait. Quelque part au fond d'une grotte, Agony se réveille enfin après s'être évanoui lors de son exécution supposée. Il inspecte rapidement les environs, se demandant si c'était Rarom, le paradis promis. Juste à ce moment-là, Ratel, qui restait assis silencieusement dans l'ombre, prend la parole. Cela fait sursauter Agony, qui demande frénétiquement qui il était s'ils sont encore dans le monde des vivants. Ratel explique qu'il croyait Agony mort puisqu'il était resté inconscient pendant un long moment. Il sort alors son épée, déclarant qu'il s'apprête à commencer un interrogatoire. Pointant l'épée sur Agony, Ratel lui demande s'il est fidèle à l'Empire des Abyrin. Déconcerté par cette question soudaine, Agony peine à comprendre les intentions de Ratel. Ratel lui fait alors comprendre que sa réponse déterminera s'il vivra ou s'il mourra. Agony tente de bouger, mais réalise que l'une de ses jambes est cassée. Et vu la posture de Ratel, il voit bien que c'est un pro, donc il n'a aucune chance contre lui. Agony essaie d'être diplomate, pressant Ratel de ranger son épée tout en lui demandant ce qu'il veut exactement. Ratel lui dit alors que quelques jours plus tôt, il a aperçu une sphère d'eau traverser le ciel, et même s'il a essayé de la poursuivre, il a fini par la perdre. Ratel précise que, d'après ce qu'il a pu voir, il y avait quelqu'un à l'intérieur. Mais comme la sphère s'est écrasée violemment au sol à une vitesse incroyable, il est presque sûr que celui qui s'y trouvait aurait été réduit en bouillie. Ce que Ratel ignore, c'est que la personne dans la sphère est en réalité Agony, et même Agony n'a aucune idée de comment il a pu survivre. Il se demande s'il a été sauvé grâce au sac de pierre. Il remarque également que le sac n'est plus avec lui, ce qui signifie qu'il est tombé pendant l'exécution. Ratel exprime sa frustration en enfonçant son épée dans le mur tout près du visage des Agony. Il s'approche ensuite pour lui demander, au nom de leur dieu Amika, s'il est loyal envers l'Empire des Abyrin. En entendant cela, Agony comprend immédiatement qu'il est tombé sur un hérétique. Cela le plonge dans une profonde réflexion, et il se souvient d'avoir exhorté son fils à devenir l'épée de l'Empire pour éradiquer les hérétiques qui le menacent. Cependant, face à la mort, Agony sait qu'il n'a pas le droit à l'erreur et déclare à Ratel qu'il ne connaît rien à la loyauté envers l'Empire des Abyrin. Il prétend avoir simplement perdu pied en errant de manière imprudente parce qu'il n'est qu'un vieil homme sénile. Après cela, Ratel l'aide à soigner sa jambe, mais il prend soin de nouer une corde autour de sa cheville pour limiter ses mouvements pendant qu'il marche dans le tunnel. Agony supplie Ratel d'enlever la corde, expliquant qu'il ne peut même pas s'enfuir vu qu'il n'a aucune idée de l'endroit où il se trouve. Il ajoute qu'il ne fera que le ralentir s'il ne peut pas marcher vite, mais Ratel refuse toujours de retirer la corde. Agony insiste en lui disant qu'il est déjà très vieux et qu'une chute pourrait être désastreuse, l'empêchant de se relever si les choses tournent mal. Il lui fait comprendre que cela ne causera que plus de problèmes puisqu'il sera difficile de le traîner, mais Ratel l'ignore et tire même plus fort sur la corde pour lui faire mal. Là-dessus, Agony comprend que Ratel n'a aucune intention de l'écouter et il décide d'accepter son sort. Il est néanmoins surpris qu'il existe une grotte aussi complexe tout près de la forêt impériale, et il se rappelle aussi que Ratel a mentionné Amika plus tôt. Amika est essentiellement un groupe d'hérétiques que l'on croyait anéantis il y a plus de 50 ans, ce qui soulève la question de savoir s'ils se sont cachés dans cette grotte pendant tout ce temps. Agony tente de se remémorer les instants avant de perdre connaissance, et il se souvient avoir été propulsé vers l'ouest ou le sud-ouest de la tour centrale de la forêt. Il est presque certain que dès qu'il s'échappera, il pourra localiser précisément la grotte, mais en attendant,
Il doit se concentrer sur la compréhension de l'intérieur de celle-ci. Il prévoit de revenir plus tard avec des renforts, mais il réalise soudain qu'il est déjà étiqueté comme traître. Ilsen veut d'avoir cru qu'il était toujours le commandant des chevaliers impériaux. C'est alors que Ratel lui demande son nom, et il répond honnêtement en révélant qu'il s'appelle Agonie Fétu. Ratel lui avoue ensuite qu'il a été vraiment surpris de le trouver là, car la grotte est en réalité protégée par une bénédiction divine. Ce n'est donc pas un endroit où l'on peut entrer de son plein gré, et encore moins quelqu'un de l'Empire des Abyrinths. Ils arrivent bientôt à ce qui semble être une impasse, et Ratel enfonce sa lame dans le mur, ce qui génère une lumière vive et aveuglante, laissant Agonie perplexe. Quand la lumière s'estompe, Agonie est surpris de voir qu'il y a un passage devant eux qui mène à un temple. Ratel lui dit alors qu'il n'y a que deux raisons possibles pour lesquelles il s'est retrouvé là. Soit il est un sbire de l'Empire des Abyrinths envoyé pour éliminer les hérétiques, soit il est venu à l'appel de leur dieu, Amika. Quoi qu'il en soit, Ratel lui souhaite la bienvenue dans le domaine des Amika. De retour à la capitale, Ran oblige toujours Razia à déverser son mana dans les pierres qu'il lui a données. En même temps, Ran s'attend à ce que le protagoniste passe à l'action plus tôt puisqu'il a trouvé un moyen d'accélérer la chronologie. Ran se repose confortablement sur le canapé tandis que Razia stresse, et il ne pense qu'à avoir des nouvelles du protagoniste. À ce moment-là, Razia lui hurle dessus en frappant du poing sur la table, lui demandant pourquoi il n'a apporté qu'une poignée de pierres alors qu'il est censé lui en fournir une grosse cargaison pour qu'il puisse guérir. Ran tourne calmement la tête vers lui demandant s'il vient de lui crier dessus. Razia s'excuse aussitôt, expliquant qu'il est simplement frustré de ne pas savoir combien de temps il devra suivre ce traitement avant d'aller mieux. Ran lui rappelle qu'il l'a déjà prévenu plutôt que précipiter le traitement ne ferait que détruire son corps, c'est pourquoi il doit s'armer de patience et y aller doucement. Razia perd encore son sang-froid et hurle sur Ran, lui demandant s'il n'y a pas une méthode plus rapide pour en finir. Razia évoque alors le fait de fumer de l'herbe, et Ran lui demande ce que cela a à voir avec quoi que ce soit. Razia lui rappelle que c'est lui qui lui a dit que c'était mauvais pour lui le premier jour où il a fait irruption dans sa chambre, et qui lui a suggéré d'arrêter. Ran s'en souvient et rit nerveusement, confirmant à Razia qu'il vaut mieux qu'il arrête puisque c'est mauvais pour sa santé. Razia se retourne de colère et se dirige vers ses boissons, mais il ignore que fumer et même boire sont mauvais pour sa santé. En gros, même la nourriture est un poison pour lui, et cela s'applique à tout ce qu'il consomme. C'est pourquoi il est destiné à dépendre du traitement qu'il reçoit jusqu'à la fin de ses jours. La seule solution serait de se débarrasser de la graine plantée dans son corps. Ran suggère alors d'arrêter le traitement pour aujourd'hui, car ils ne peuvent pas se permettre d'être en retard pour le rituel du soir. Lors du rituel de ce soir-là, les princes et princesses sont tous surpris de voir que le mana de Razia augmente de jour en jour. Comme il affiche toujours plus de mana que tout le monde, le rituel se termine plus tôt. Alors que tout le monde part, Ran décide de rester en arrière pour ne pas attirer l'attention sur lui. Il s'occupe de ses affaires quand son ennemi juré, Selos, fait son apparition pour le déranger. Il l'attrape par la tête, lui demandant pourquoi il est toujours là alors que le rituel est terminé. Il se moque de lui en lui demandant s'il pense à sa mère qui s'est enfuie quand il était petit. C'est à ce moment-là que Ran réalise qu'il doit faire quelque chose au sujet de Selos pour qu'il arrête de l'importuner. Selos est en plein milieu de sa provocation lorsque Manti arrive et demande à Ran pourquoi il avait l'air si sombre pendant le rituel. Selos se met à trembler à l'apparition de la première princesse, mais Ran la salue calmement. Selos pense encore que la princesse s'adresse à lui, jusqu'à ce qu'elle se tourne vers Ran pour lui demander s'il se sent mal. Mais Ran répond que non, c'est juste que le rituel est particulièrement ennuyeux. Manti exprime son soulagement que ce ne soit rien de plus et dit à Ran que, même si le rituel est ennuyeux, il n'en reste pas moins d'une grande importance, il vaudrait donc mieux pour lui de ne pas montrer que ça l'ennuie à ce point. Après cela, la princesse se retourne pour partir, mais Selos perd la tête et crie sur Ran, lui demandant pourquoi la princesse s'inquiète pour un déchet comme lui. Il exige de savoir ce qui se passe, et Ran réalise qu'il vient de s'attirer encore plus de problèmes qu'avant. Surgissant de nulle part, Razia fait également son apparition et attrape Selos par derrière, lui demandant s'il y a un problème et pourquoi il dérange Ran. Ran vient rapidement à sa rescousse, assurant à Razia que ce n'est rien et qu'il ne faisait qu'échanger quelques plaisanteries avec Selos. Ran passe ensuite devant le premier prince, laissant Selos encore plus abasourdi. Ditto, le deuxième prince, éloigne alors le premier prince de la pièce. En chemin, Ditto fait remarquer à Razia que Taline semble comploter quelque chose, mais Razia lui répond qu'il ne s'intéresse pas à la famille Fétu car il ne leur reste plus qu'un an, ce qui signifie que c'est lui qui héritera de leur terre par la suite. Ditto le surprend en lui disant qu'il n'y a pas besoin d'attendre un an puisqu'il a une bonne idée. De son côté, Selos s'acharne toujours sur Ran, lui demandant qui diable il est, et Ran répond avec désinvolture en donnant son nom. Cependant, Selos veut savoir pourquoi Manti et Razia s'intéressent à quelqu'un comme lui. Selos fait apparaître une petite flamme dans sa main et menace de réduire Ran en cendres s'il ne crache pas le morceau. Ran lui répond nonchalamment, lui demandant s'il ne va pas se mettre dans une situation délicate à force d'essayer de l'intimider avec un mana qui pourrait à peine allumer une lampe à huile. Ran demande ensuite à Selos ce qui se passerait selon lui si les autres découvraient son pathétique mana. Cela coupe Selos dans son élan, car il ne s'attendait pas à ce que quiconque connaisse son secret. Il se met à trembler, et Ran le prévient que s'il veut qu'il garde le silence à ce sujet,
Il devra corriger son attitude déplorable et apprendre à s'adresser à lui comme le grand frère qu'il est. De retour au domaine de la famille Fétu, l'ordre de Taline est exécuté, et les coupables se font arracher la langue. Taline a également ordonné que tout ce qui est lié à Agony soit brûlé, ajoutant qu'il n'y aura ni funérailles ni le moindre objet pour se souvenir de lui. Taline fait savoir à la maisonnée que quiconque désobéira à cet ordre sera sévèrement puni. Plus tard, Taline reçoit la visite du commandant des chevaliers Fétu, Jacques. Il informe Taline que, comme il l'avait ordonné, ils ont appréhendé ceux qui répandaient de fausses rumeurs au sein du second ordre de chevaliers, et ils les ont tenus pour responsables en leur coupant les poignets avant de les expulser. Tout en annonçant à Taline que la punition a été infligée, Jacques bâille, et Taline lui demande s'il est fatigué. Il s'excuse, expliquant qu'ils sont actuellement en sous-effectif, ce qui l'a obligé à travailler toute la nuit. Taline le félicite, lui disant qu'il a bien travaillé, et Jacques lui présente la liste des déserteurs qu'il avait demandé. Jacques précise qu'il renforce la sécurité pour arrêter les fuyards, mais que près de la moitié de leurs effectifs a déjà pris la fuite. Taline vérifie la liste et se rend compte que même les familles qui servaient autrefois la sienne ont rompu les ponts. En voyant cela, Taline comprend que c'en est fini de la famille Fétu si la discipline parmi le personnel s'effondre également. Jacques exprime son inquiétude, confiant à Taline qu'effacer toute trace du duc Agony lui semble extrême, et qu'il craint que cela ne fasse que provoquer ceux qui lui sont restés fidèles. Taline le choque d'une voix effrayante, lui demandant s'il croit que Agony est toujours le chef de la famille. Jacques sursaute et s'excuse rapidement d'avoir parlé à tort et à travers, avouant qu'il avait simplement du mal à croire qu'un homme aussi honorable que Agony ait pu connaître une fin aussi déshonorante. Jacques ne comprend toujours pas comment quelqu'un d'aussi loyal que Agony a pu faire une chose pareille. En regardant Taline de plus près, Jacques remarque qu'il est devenu une toute autre personne, se demandant si c'est parce qu'il se sent trahi par le duc. Après avoir parcouru les documents devant lui, Jacques suggère qu'il parte. Quelques instants plus tard, Taline monte sur l'estrade après que tous les habitants du domaine aient été rassemblés. Tous sont curieux de savoir ce qu'il a à dire, car des rumeurs courent selon lesquelles les personnes déloyales ont eu la langue coupée. Certains soldats envisagent même de fuir, mais ils sont terrifiés à l'idée de ce qui leur arriverait s'ils se faisaient prendre. Taline commence alors son discours en rappelant comment leur maison a servi Sierra le Grand depuis sa fondation. Il mentionne que pendant plus de 1000 ans, elle a eu l'honneur de se tenir aux côtés de la famille impériale en tant que son plus fidèle gardien. Cependant, dans l'état actuel des choses, la situation est devenue chaotique ces derniers temps, et il est certain que tous les présents savent pourquoi, c'est à cause des Agony, un traître envers la famille impériale. Tout le monde est stupéfait d'entendre Taline dire cela avec tant de désinvolture, sans même scier. Taline poursuit en affirmant que Agony a trahi l'Empire et qu'il a été exécuté par la famille impériale. Il précise que cet événement à lui seul a ébranlé tout ce que leur maison avait construit pendant plus d'un millénaire. Il leur fait savoir que beaucoup parmi eux doutent de la loyauté de la maison. Il leur annonce qu'il ne leur donnera qu'une seule chance, précisant que quiconque souhaite partir peut le faire le jour même si son contrat est encore en cours. Toutefois, il leur rappelle que la maison a encore quelqu'un pour faire respecter son serment millénaire. Il ajoute que, jusqu'à ce que Flynn grandisse et succède au titre de duc, il est de son devoir de continuer à prouver leur loyauté à l'Empire et à la famille impériale. Il termine ensuite son discours en avertissant que quiconque reniera sa loyauté envers la maison sera sévèrement puni, sans aucune pitié. Les mots de Taline et la détermination qui se lit sur son visage choquent tous ceux qui l'écoutent. Jacques comprend qu'il puisse paraître dur, mais il sait qu'il a raison, car la maison a encore un héritier, et les occasions de prouver leur loyauté à l'empereur sont encore innombrables. Les méthodes de Taline sont impératives, car plus il améliorera la maison, plus vite celle-ci retrouvera son prestige. Cependant, Jacques sait qu'il regrettera de ne plus voir Taline perdre ses moyens lorsqu'il se faisait taquiner par les serviteurs. Après le discours, Taline demande à son assistant, Pal, si le temple a honoré leur requête, mais il lui répond que le temple a déjà déclaré qu'il ne recevrait plus personne de la maison Fétu. Taline n'est pas surpris, et il plonge la main dans la poche de sa veste pour en sortir une lettre scellée. Il dit à Pal de l'envoyer avec leur prochaine requête, ajoutant qu'ils ne regretteront pas de l'avoir lue. Au fond de lui, Taline n'a aucune idée de la raison pour laquelle Agony s'est rebellé contre la famille impériale alors qu'il savait que cela ne signifiait que la mort. Il se demande si les vagabonds vivant près du temple comptaient vraiment autant pour Agony. Bien qu'il ne sache pas grand-chose, Taline est déterminé à s'assurer que la mort des Agony ne soit pas vaine. Il prie pour que Agony veille sur les terres qu'il lui a confiées pendant qu'il les fait prospérer. Plus tard, Taline est finalement invité au temple, et en y arrivant, il est ébloui par sa magnificence. Taline pénètre dans le temple avec l'intention d'arrêter ce que Razia a derrière la tête. Pendant ce temps, Razia et Ditto ont assisté au discours de Taline, mais au lieu d'être impressionnés, Razia ne songeait qu'à anéantir la famille. Ailleurs, Ran se dirige vers la forêt impériale dans le but d'ajouter de plus gros animaux à sa liste, puisqu'il en a terminé avec les petites créatures comme les renards et les rongeurs. Étonnamment, l'écureuil l'a suivi dans la forêt, bien qu'il ait essayé de se débarrasser de cet animal têtu. Néanmoins, il attrape l'écureuil et le glisse dans son sac pour mieux le protéger en cas de danger. Voyant à quel point l'écureuil est têtu, Ran se demande s'il a, lui aussi, transmigré dans le roman. Peu après, Ran trouve le monstre qu'il pistait et s'arrête brusquement. Le monstre, un loup géant, surgit des buissons épais, et Ran essaie de se montrer amical,
lui expliquant qu'il veut juste toucher sa nuque avant de s'en aller. Cependant, le loup a l'air particulièrement intimidant, et rien ne laisse présager que Ran aura la tâche facile avec lui.